Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Nous sommes le mardi 5 août 2025 et vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa une nouvelle édition de notre tout nouveau programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne, une quotidienne qui a vocation à durer au moins pendant les mois qui viennent, durant lesquels l'actualité va s'accélérer, notamment dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Bénin où se tiendront des scrutins présidentiels. Au sommaire aujourd'hui, le Cameroun, où une audience électrique a eu lieu hier au Conseil constitutionnel et on a appris aujourd'hui le rejet de la candidature de l'opposant Maurice Kamto. Les candidats recalés par Elecam, l'organe qui organise les élections au Cameroun, étaient là pour obtenir leur réintégration sur la liste des candidats. Parmi eux, donc, le principal opposant à Paul Biya, Maurice Kamto. Nous parlerons de cette actualité et plus généralement des perspectives politiques dans un pays qui tangue dangereusement avec Jean-Bruno Tagne, journaliste et fondateur de Naya TV, qui a couvert l'événement d'hier avec de nombreux désagréments. Mais nous parlons également avec Djekam Tchameni, figure historique des luttes pour la démocratie au Cameroun dans les années 1990 et membre du groupe de Douala qui entend peser sur les échéances à venir, notamment l'élection du 12 octobre. Nous évoquerons aussi la Côte d'Ivoire avec deux personnes, deux journalistes. On débriefera l'interview exclusive accordée par Tidiane Thiam à Décrypter l'Afrique. Je serai avec Franck Tocci et mon comparse Norbert Navarro, producteur de cette quotidienne. C'est parti. Alors on commence par le Cameroun où le Conseil constitutionnel a tranché et écarté Maurice Kamto de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour analyser cette décision qui vient de tomber, je suis avec Jean-Bruno Tagne, journaliste, fondateur de Naya TV, auteur de nombreux livres, dont Accordé avec fraude, paru aux éditions du Chabel, et Djekam Tchameni, figure historique des luttes pour la démocratisation au Cameroun et membre du groupe de Douala. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour Théo et bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour Djekam Tchameni. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, je vais commencer par vous demander votre réaction à chaud sur ce rejet de la candidature de Maurice Kamto qui vient de tomber. Maurice Kamto est une atteinte grave à l'état de droit, à la démocratie camerounaise qui est en construction depuis de longues années. En réalité, ce vaudeville préélectoral est une grosse atteinte à la démocratie et à la justice au Cameroun. Parce que tout cela était prévisible au regard de tout ce qu'on a observé ces derniers mois tout au long de ce vaudeville préélectoral qui laissait présager que l'objectif de tout cela, c'était d'écarter l'opposant qui semble être le plus en même de faire face très sérieusement à Kamto, au président Paul Biya, au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Donc, on n'est pas très surpris, mais en même temps un peu déçu parce qu'au-delà de la personne de Maurice Kamto, c'est en réalité la démocratie camerounaise qui a à plaindre et le processus électoral qui me semble déjà sérieusement compromis quant à la capacité des Camerounais à pouvoir désigner celui qui va présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. Donc Jean-Bruno, pour toi, ce rejet décrédibilise d'emblée le scrutin du 12 octobre. Quand on regarde objectivement la scène politique camerounaise aujourd'hui, Maurice Kamto est l'opposant qui, sur les 7 dernières années, a le mieux travaillé sur le terrain, il a mobilisé, et ce n'est pas un hasard s'il a cristallisé toute l'attention du pouvoir, et donc dès le départ, il était entendu qu'il y avait énormément de manœuvres pour essayer d'obtenir l'invalidation de sa candidature. Tout s'est passé aller à cette élection, ce qui est quelque chose d'absolument regrettable. Et au-delà de la démocratie camerounaise qui a été malmenée tout au long de ce vaudeville préélectoral, il y a également les institutions parce que le monde entier a été témoin de toutes les manœuvres, y compris les plus grossières possibles qui ont été menées par le ministère de l'administration territoriale pour essayer de convaincre Elections Cameroun, l'organe en charge du processus électoral au Cameroun, et puis le Conseil constitutionnel de ce que la candidature de Kamto était irrecevable. On a assisté quand même à des choses terribles où l'administration traficote elle-même son site internet, où en 24 heures, l'administration peut
peut décider de changer le président d'un parti politique. Bref, on a eu droit à toutes sortes de choses qui devraient pouvoir, qui ont violé la conscience de tous ceux qui croient encore dans la capacité des Camerounais, ou alors qui croyaient encore dans la capacité des Camerounais à pouvoir librement choisir pour la première fois le premier président élu de l'histoire du Cameroun. Je me tourne vers vous, Djeukam Tchamni. Vous avez une sorte de recul en fait sur les scrutins électoraux au Cameroun. Vous avez été un des artisans des années de l'organisation de l'opposition pendant les années de Braise, au début des années 90. Comment en arrive-t-on là en 2025? Quelle est l'analyse spécifique que vous faites de cette actualité-là en la reliant à l'histoire récente du Cameroun? Djeukam Tchamni. Merci pour votre question. En fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous avez raison de faire appel à l'histoire et à la nature même du régime ou du système avec lequel qui est au pouvoir au Cameroun depuis pratiquement 60 ans. Vous savez, ça fait pratiquement 45 ans que je lutte contre ce régime dont la qualification en termes de nature, c'est un régime totalitaire. Il n'est pas simplement dictatorial. Il est totalitaire au sens qu'il n'accepte pas à côté de lui l'existence de quelque chose qui ne peut pas soit tuer, soit avaler, quoi. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas surprenant pour moi, même si j'en reste absolument déçu, parce qu'après 45 ans de lutte, on aurait pu espérer voir quand même que Maurice Kamto, qui n'est pas un révolutionnaire, mais quelqu'un qui est un réformiste, qui a travaillé avec ce régime, l'acharnement qu'il y a contre cet individu me surprend. D'autant plus que, je vous le dis, moi j'ai fait la prison politique avant les années 90, et ensuite nous avons connu des périodes extrêmement difficiles. Mais même pendant cette période-là, nous n'avons pas été témoins d'un tel acharnement contre un individu en particulier. Et qu'est-ce qui motive ça? C'est difficile à comprendre, parce que entre-temps, il reste quand même dans l'opposition des gens qui, mis ensemble, pourraient être un véritable danger pour le pays, mais nous étions absolument surpris, déçus. Nous espérions que la Cour constitutionnelle allait rectifier ce qui, à nos yeux, paraissait une erreur du Conseil électoral. Alors, si on vous entend, est-ce que si vous poussez votre raisonnement un peu plus loin, est-ce qu'il faut craindre des troubles au Cameroun? On a déjà vu des militants de Maurice Kamto violemment dispersés aux abords du palais de congrès où se déroulaient ces audiences. On a vu un communiqué du ministère de l'administration territoriale qui a annoncé des arrestations, des surveillances numériques permettant de débusquer des agitateurs. Est-ce qu'il faut craindre des troubles, Djeukam Tchamni? La chose qui est certaine, c'est que qui décide par lui-même ce qu'il peut supporter et ce qu'il ne peut plus accepter. Nous ne sommes pas là pour en appeler aux gens nécessairement à l'insurrection, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette élection du 12 octobre 2025 remplit un ensemble de conditions qui permet d'espérer que si l'opposition camerounaise elle-même pose des actes un peu plus réfléchis qu'elle l'a fait les 5 dernières élections, il est possible que l'on puisse obtenir une victoire. Et je vais vous dire pourquoi, M. Como. La première, c'est que le contexte historique au plan mondial y prête. Il y a un affaiblissement réel de l'influence de la France de façon générale et en Afrique et particulièrement même au Cameroun. Il y a le vieillissement du monarque
il y a des divisions au sein même du régime entre certains fonctionnaires et certains oligarques du parti au pouvoir. C'est la première fois que j'observe un tel degré de conflit à l'intérieur même du système. Maintenant, il reste pour l'opposition de pouvoir saisir cette opportunité sur le plan international et national, s'unir et faire un front, vous dites. parce que, voilà, faire un front, effectivement, anti-RDPC. Parce que quelque chose qui existe depuis 1997 et qui a empêché l'opposition de pouvoir gagner une élection présidentielle, c'était effectivement cette alliance entre le parti au pouvoir et les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Diokham Tchameni, on va vraiment entrer dans la prospective, mais il faut quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, sur ces audiences qui ont finalement confirmé, à la suite desquelles le président du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel dans son entier ont confirmé l'exclusion de nombreux opposants dont Maurice Kamto. Écoutons un extrait de la prise de parole de Maurice Kamto qui défendait hier la recevabilité de sa candidature. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem était un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Également lancé une pique à Elections Cameroun sur le motif du rejet initial de sa candidature. Le seul argument que Elecam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Alors je reviens vers vous, Diokham Tchameni et Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne, que penser finalement de la prestation de Maurice Kamto? La candidature de Paul Biya, concurrencée par Léon Teller-Onana, aurait-elle dû être rejetée aussi? C'est un peu la contradiction dans le raisonnement qu'essaie de soulever Maurice Kamto. Oui, effectivement, on observe très bien qu'il y a eu de la part du Conseil constitutionnel et d'abord de Elections Cameroun un 2 poids 2 mesures assez regrettable quand même. C'est-à-dire qu'on a rejeté le dossier de Maurice Kamto, soi-disant pour double investiture, c'est-à-dire qu'il y avait 2 candidats pour le même parti. Sauf qu'en même temps, au niveau du RDPC, il y avait également 2 candidats pour le même parti, Léon Teller-Onana et Paul Biya, sans compter que Léon Teller-Onana a fait la démonstration selon laquelle Paul Biya n'était plus président national du RDPC et donc ne pouvait pas être candidat parce que ce parti-là n'a pas tenu le congrès comme l'exigent les textes du RDPC depuis belle lurette. Et donc, ce raisonnement a permis à Léon Teller-Onana de dire que Paul Biya n'était plus légitime pour parler ou non du RDPC, du moins en tout cas pas en tant que président. Mais tous ces arguments ont été balayés du revers de la main par Elections Cameroun. En fait, tout avait été mis en œuvre
Théophile, pour que la candidature de Maurice Kamto ne soit pas retenue. Vous vous souvenez quand même du débat sans fin sur le mandat impératif, où on a vu des membres du gouvernement faire des sorties pour dire clairement, si Maurice Kamto dépose sa candidature pour le compte du MRC, son parti politique, il ne sera pas retenu. La seule chose qui lui reste, c'est de trouver un parti politique qui peut l'investir. Il a donc trouvé un parti politique qui pouvait l'investir, en l'occurrence le Manidem, et jusque-là, l'administration a nuitamment fabriqué un candidat d'obstruction. L'objectif étant clairement de venir faire invalider la candidature de Maurice Kamto. Nous avons été tous témoins de toutes ces manœuvres-là qui aujourd'hui ont abouti au rejet de la candidature de Paul Biya. Donc on peut dire mission accomplie pour le pouvoir qui ne voulait absolument pas avoir Maurice Kamto comme adversaire au cours de cette élection. Et c'est absolument dommage pour la démocratie camerounaise parce que voyez-vous, il y a de nombreux Camerounais qui ne sont pas encartés, que ce soit pour le MRC ou alors pour un autre parti politique, mais qui croient simplement dans la capacité des citoyens à pouvoir désigner leur président. Mais quand on se comporte de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a décidé depuis le départ que tel ne sera pas candidat, c'est vraiment regrettable. Et pour finir sur ce plan-là, je voudrais revenir sur ce que le président Djokam Tchameni disait tout à l'heure, lui qui est un vieux routier de la politique camerounaise depuis les années 90, il n'était jamais venu à l'idée de Paul Biya d'utiliser des stratégies aussi grossières pour écarter ses adversaires, y compris au moment où John Frundi, le leader de l'opposition, le leader historique de l'opposition camerounaise au début des années 90, quand il faisait foule, quand il était vraiment au plus haut de sa popularité, Paul Biya n'écartait pas ses adversaires de manière aussi grossière. Il les laissait venir et trichait pour gagner. Aujourd'hui, qu'il est affaibli parce que le vieux monsieur a 93 ans, il n'est plus tout à fait jeune et donc il est, comme beaucoup l'ont observé depuis quelque temps, un peu l'otage d'un clan qui est prêt à tout pour maintenir un certain nombre de privilèges et donc ils utilisent toutes sortes de subterfuges, maltraitent les lois, mutilent les règlements, humilient l'administration. Bref, ils font feu de tout bois pour essayer de se maintenir au pouvoir. Paul Biya étant agité comme une espèce de fétiche comme ça là, qu'il préserve pour essayer de diriger le pays à travers lui. Donc, Jean-Bruno, si je suis ton raisonnement, ce rejet de la candidature de Maurice Kamto est une forme de victoire de l'entourage de Paul Biya, de ceux qui le prendraient en otage. Plusieurs ministres, comme celui de l'administration territoriale, ont montré leur hostilité vis-à-vis du candidat du Manidem déjà. Absolument, c'est vraiment une victoire pour l'instant, parce que vous demandiez tout à l'heure quelle va être la réaction du peuple. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, il y a la peur qui règne sur le Cameroun, il y a une espèce de terreur qui traverse le Cameroun. Vous avez parlé du ministre de l'administration territoriale, Atanga Ndi, qui passe pour le shérif. Lui-même, il se prend pour le shérif. Il l'a dit à la télévision publique camerounaise. Il dit le shérif est là. Et donc, il y a tout ça, les menaces, les agressions verbales, les unes les plus grossières que les autres. Bref, c'est un clan qui est décidé à contrôler le pouvoir et donc au détriment des Camerounais, parce que le président Biya, la dernière fois où on l'a vu apparaître en public, parce que c'est cela, il n'apparaît plus, c'était lors des festivités du 20 mai, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, et on a vu un homme affaibli et tout, et donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ce n'est pas lui qui tient les rênes du pouvoir parce que ce qui se passe n'est pas le style Biya. C'est un autocrate, on est bien d'accord, mais il ne faut pas croire, il a quand même un style aussi. C'est-à-dire qu'il a souvent agi, mais pas de manière aussi grossière. Il laisse venir... pour vous qui écartez Kamto? Je ne le pense pas. Ce sont ses ravisseurs qui ont écarté la candidature de Maurice Kamto. Alors, on va regarder des images du face-à-face entre Maurice Kamto et le président du Conseil constitutionnel qui témoignent de la tension qui régnait hier au Conseil constitutionnel, mais également d'une forme d'antipathie générale que des hauts fonctionnaires, des magistrats, des membres de l'administration, des membres du parti politique témoignent vis-à-vis de l'opposant principal, du principal opposant camerounais. On regarde les images.
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, avec votre permission. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. Les débats sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos. On ne vous a plus donné la parole. C'est plus le débat, si vous permettez. On ne vous a plus donné la parole de toute façon. On va pas dormir ici. D'accord, c'est entendu, Monsieur le Président. Oui. Mais on ne peut pas dire que le Conseil ne doit pas avoir peur. Et ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Si vous pouvez vous présenter devant le Conseil, vous portez une arme. Vous portez bien une arme. Cette affaire est mise en délibéré. Alors, on a vu ces images qui sont assez parlantes. Je me tourne vers Djekham Tchameni. Finalement, est-ce que toute cette scénographie d'hier au Conseil constitutionnel camerounais ne témoigne pas d'une sorte de fusion, voire de confusion entre la magistrature, l'administration, le gouvernement et le parti au pouvoir? Mais exactement. C'est-à-dire que la chose qu'il y a, c'est que autant je suis scandalisé comme tout le monde par ce qui arrive au candidat Maurice Kamto, autant il est important de comprendre que nous avons affaire à un régime qui, lui, doit changer. Parce que si on s'attache sur les individus et qu'on pense que ce qui arrive à X lui arrive parce qu'il s'appelle un tel, alors ça nous empêche de... C'est comme un arbre qui nous empêche de voir en fait la forêt. Nous avons en place un système qui n'a jamais accepté le retour à la démocratie. Et je vous le dis en tant que vétéran de lutte contre ce régime-là, chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait deux en arrière. Nous avons bataillé pendant pratiquement 9 mois de ville morte pour obtenir simplement des nouvelles lois électorales, pour obtenir des libertés simples que l'on obtient partout, pour obtenir la décentralisation. Nous sommes allés on n'a pas eu la conférence nationale souveraine, mais on a eu la tripartite. À la tripartite, ils ont accepté de mettre en place un organe indépendant de gestion des élections. On est en septembre 1991. Ils acceptent le principe de la décentralisation. Il faut attendre 5 ans, M. Komo, pour que la Constitution consacre ce qu'on a obtenu en 1991. Mais allez voir sur le terrain aujourd'hui, le code électoral continue d'être ce qu'il est aujourd'hui là. C'est-à-dire un code électoral qui permet à l'administration d'entrer dans la gestion des partis politiques et de décider en fin de compte qui est président d'un parti politique et qui l'est. La décentralisation, quand même, n'existe pas. Pourtant, on est censé être un État unitaire décentralisé. Ça n'existe pas. Donc, je voudrais, c'est-à-dire que le scandale Maurice Kamto doit être pour nous, non pas un point pour focaliser sur cet incident particulier, mais pour comprendre la grossièreté d'un régime qui, lui, doit être renversé. Djekham Tchameni, vous êtes un stratège de la politique camerounaise. Vous faites partie de ceux-là qui ont fait trembler ce régime et l'ont profondément ébranlé. La dernière fois qu'il a été profondément ébranlé, c'était au début des années 90. Vous étiez à Cap-Liberté, vous étiez au cœur des villes mortes, au cœur de la campagne de John Frondi en 1992. Quelles sont désormais les chances de l'opposition camerounaise? Est-ce qu'il y a des cartes à jouer? Est-ce que tous les espoirs d'alternance ont disparu au Cameroun? De mon point de vue, pas du tout. Au contraire. Au contraire, comme le disait quelqu'un, c'est généralement un système qui donne au peuple l'arme qui permet de le renverser. Nous assistons à la fin d'un système. Nous assistons à un monarque, comme l'a dit Jean-Bruno Tanier,
clairement, tout le monde est convaincu au Cameroun que M. Biya ne dirige plus le pays. Mais parce que lui-même, il a construit un système qui était centré sur sa personne. Il était le détenteur du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a suffi qu'il y ait un petit groupe de gens autour de lui qui, à son auguste âge de 93 ans, contrôle l'accès à sa personne pour prendre le pouvoir au Cameroun. Or, ces personnes-là prennent le pouvoir sans responsabilité. Et il n'y a rien de plus grave que d'avoir des gens qui dirigent un pays sans en être véritablement responsables. Joachim Tchouameni, est-ce que vous m'entendez? Je vous demande si c'était pour vous le parachèvement, la preuve de l'existence d'une forme de coup d'État rampant au Cameroun. En vérité, Jean Bulot l'a bien dit. J'ai combattu M. Biya dès son accession au pouvoir. Et je vous dis que à la fin, vous connaissez votre adversaire, hein, et vous savez quel genre de coup il fait. Ça, là, ce genre de coup grossier, M. Biya, il ne les fait pas. Hein. Il n'aurait pas peur de M. Kamto. Parce que je vais vous dire, moi, j'ai analysé scientifiquement les chiffres de sélection des 5 dernières années. Aucun candidat seul ne peut vaincre le régime en l'état actuel des choses. Donc, cet acharnement est lié à des amateurs, des apprentis sorciers qui viennent de prendre l'accaparer un pouvoir qu'ils n'arrivent pas à gérer. Quelle est la fenêtre d'opportunité aujourd'hui pour l'opposition après l'élimination de Maurice Kamto? Bon, à l'heure actuelle, vous savez, dans une élection, hein, ce n'est pas les candidats qui votent, ce sont les électeurs qui votent. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a beau empêcher un candidat X ou Y de se présenter, mais il ne va pas effacer d'un coup de signature les électeurs, vous comprenez? Donc, nous avions prévu ça. Nous savions, au regard de l'acharnement contre le professeur Maurice Kamto, qu'il n'accepterait jamais son retour. Mais donc, notre truc est aujourd'hui, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'obtenir un candidat consensuel autour duquel vont se rallier aussi bien les candidats retenus que les candidats non retenus, pour rassembler les électeurs dans un grand front anti-RDPC. C'est une opportunité historique. Nous ne devons pas la rater. Est-ce que les membres de l'opposition sont prêts pour cette opportunité historique quand vous parlez avec eux? Dans le cadre du groupe de Douala, j'ai rencontré tous les candidats d'abord. Et depuis 2020, je me fais fort de rencontrer tous ceux qui comptent comme opposition sérieuse au Cameroun. Et je reste à l'écoute du peuple. Et s'il y a une convergence aujourd'hui, c'est que tout le monde est arrivé à la conclusion, ou en tout cas la bonne majorité des acteurs politiques et du peuple camerounais, que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une unité autour d'un programme politique commun porté par un candidat consensuel autour duquel on se regroupe tous ceux qui veulent un changement au Cameroun. Alors, donc ça, si on fait un tel front, alors on pourra gagner, d'autant plus que les chiffres montrent clairement qu'il suffit au Cameroun de gagner un certain nombre de régions pour gagner l'élection présidentielle. Et cela est fortement possible aujourd'hui, pourvu que ceux qui veulent le changement acceptent de travailler ensemble autour d'un candidat consensuel. Et je ne parle pas de candidat unique. Hein.
il n'y aura pas de candidat unique. Le candidat consensuel, c'est celui qui accepte le programme commun et pour lequel un certain nombre d'acteurs importants se désistent et travaillent avec lui. Voilà la notion de candidat consensuel, c'est ça la stratégie. Si elle est mise en œuvre, elle marchera. Si le professeur, et dans le cadre de cette stratégie, le professeur Maurice Kamto, bien qu'étant recalé, a un rôle central à jouer. Ok, votre message en tout cas est passé, c'est une piste d'espoir pour l'opposition camerounaise. Jean-Bruno Tagneux, je voudrais qu'on parle un peu de la question de la censure de Naya TV. On a vu que vous étiez en direct qui a connu une forte affluence. Des dizaines de milliers de personnes sont venues regarder les joutes du Conseil constitutionnel sur les plateformes de Naya TV. Et puis Quick, ça a été coupé. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et évoquer également le climat de répression et d'atteinte à la liberté de la presse dans lequel on se trouve? Oui, effectivement, nous avions, avec toutes nos équipes, travaillé pour la diffusion en direct de ce contentieux électoral au Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons commencé à le faire. Et au bout d'un certain temps, notre collègue qui était au siège du Conseil constitutionnel pour ce contentieux a été alpagué par un individu qui lui a intimé l'ordre d'arrêter le direct. Et donc, il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le direct. Et par la suite, il a été expulsé de la salle, escorté par des forces de l'ordre qui lui ont demandé de quitter les lieux et toute notre équipe a dû quitter le conseil. Mais puisque nous étions décidés à diffuser ce conseil constitutionnel, à diffuser ce contentieux préélectoral, nous avons continué à le faire, cette fois par des moyens détournés. Donc, on n'avait pas les images, mais on avait au moins le son des débats tels qu'ils se déroulaient à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Pour nous, c'était quelque chose d'absolument important parce que nous avons considéré qu'il s'agit d'un abus, l'objectif étant d'empêcher que les Camerounais soient témoins de tout ce qui se déroulait à l'intérieur de ce Conseil constitutionnel. Il n'y avait aucune raison de l'empêcher. Et moi, je suis absolument stupéfait de voir que la plupart des journalistes ont accepté un tel abus de manière tout à fait docile. Et cela participe de l'opacité qui est jetée dans tout le processus électoral. Alors, Théophile, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les médias, soi-disant, n'ont pas le droit, au moment où l'élection se déroule, de rendre compte des résultats auxquels ils ont assisté dans un bureau de vote au moment où on clôture le bureau de vote? Je m'explique. C'est-à-dire que je suis journaliste, envoyé spécial d'une radio, dans le bureau de vote X, j'assiste à la clôture des votes, au décompte, j'ai les résultats, je n'ai pas le droit de faire un direct avec ma radio pour dire dans tel bureau de vote, le premier c'est tel, avec tel nombre de voix, ainsi de suite. On dit non, la loi dit que seul le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Non, il ne s'agit pas de proclamation des résultats, mais il s'agit du travail basique d'un journaliste qui est de raconter ce qu'il a vu et entendu dans un bureau de vote. Et tout cela participe d'une stratégie de fraude parce que les gens savent très bien que si on rend compte de la plupart des bureaux, de ce qui s'est passé dans la plupart des bureaux de vote à travers le pays, il suffira en fin de journée de faire la sommation de tout cela et d'avoir des tendances sûres de qui a été élu au bout du processus. Mais cela est refusé au Cameroun. Et il vous souvient qu'au Sénégal, dans les années 2000, c'est ce direct-là, au moment où arrivait le téléphone portable en Afrique et tout, avec les radios au Sénégal, c'est cela qui a permis. Je pense que les Camerounais, surtout les journalistes camerounais, n'ont pas suffisamment compris que dans l'histoire des peuples, on construit les nations, on construit les démocraties au prix d'un certain nombre de transgressions.
c'est vrai qu'aucune loi ne refuse à un journaliste de rendre compte de ce qu'il a vu et entendu dans un bureau de vote. Et même si cette loi le disait, ce serait une loi qui est absolument scélérate et pour le bien de la démocratie camerounaise et pour le bien du droit à l'information des Camerounais, il faut passer massivement outre ce genre de choses qui participent de l'opacité et de la volonté de tricher qui plane sur les processus électoraux camerounais. Jean-Bruno Tagneux, courage et félicitations à Naya TV. Merci également à Djekan Tchameni. On suit l'actualité camerounaise, bien entendu. On reviendra abondamment là-dessus. Nous allons terminer cette édition de Décrypter l'Afrique en débriefant l'entretien que le président du PDCI, Tidjane Thiam, a bien voulu accorder à Décrypter l'Afrique. Et de manière générale, nous allons parler des derniers développements de l'actualité ivoirienne. Je suis avec Franck Tocci, journaliste indépendant, et Norbert Navarro, journaliste émérite, indépendant aussi, et tout aussi indépendant, mais producteur de cette émission. Alors, on va revenir ensemble sur l'interview que Tidjane Thiam nous a accordée. Avant de diffuser quelques extraits, quelle est l'impression générale que tu as eue, Franck, toi qui n'as pas fait cette interview, mais qui a regardé avec l'œil du journaliste? Alors, j'ai trouvé Tidjane Thiam, président du PDCI, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, posé, et qui analysait, ses analyses étaient beaucoup plus posées, et on sentait un leader qui avait envie de faire connaître une autre facette de lui. C'est vrai que de manière générale, Tidjane Thiam est quelqu'un de calme, de posé, et puis il y a eu cet intermède dont on a largement parlé dans beaucoup de médias. L'interview avec Alain Foucault. Oui, mais aujourd'hui sur le plateau de Décrypter l'Afrique, on a retrouvé un autre Tidjane Thiam beaucoup plus présidentiable, beaucoup plus serein et beaucoup plus en avant dans sa quête de ses droits. Ok, donc finalement, une sorte de recadrage, je veux dire, il s'est auto-recadré en jouant peut-être un jeu de bascule où il a donné le message qu'il voulait donner et puis il est retourné à la maison d'une certaine manière. Après, je pense que lui-même, il a plus ou moins dit cela. Il a montré une autre facette pour justement démontrer qu'il peut aussi taper du poing sur la table quand il le faut. Mais de manière générale, on connaît Thiam comme l'homme des salons feutrés, l'homme des palais présidentiels et des marchés internationaux. Donc on a retrouvé ce Thiam-là. Et je pense que vos téléspectateurs ont eu l'occasion de le redécouvrir pour certains et de le découvrir pour d'autres. Et je pense que sa cote, à y voir de près, sa cote a aussi grimpé. Norbert, tu as été avec moi, nous avons fait l'interview tous les deux. Durant cette interview, quel est le regard que tu as porté sur l'échange? Et après, tu as regardé Moi, je dirais, l'impression générale. Oui, je ne dirais pas recadrer, je dirais plutôt compléter, parce qu'on lui a posé des questions et on a évoqué l'interview à laquelle tu viens de faire allusion, Franck, et il a dit, mais non, je savais très bien ce que je faisais, je l'ai fait d'une manière délibérée et je le crois. Je pense qu'il voulait compléter le tableau. En clair, cette interview qui a été extrêmement pugnace et musclée, on va dire, il savait pertinemment ce qu'il faisait. À Abidjan, les retours que j'ai eus, c'était, bon, il a montré qu'il était capable d'être garçon, et c'était une facette de sa personnalité qui a surpris parce qu'on ne la connaissait pas. Et là, avec nous, il est revenu la formidable machine, entre guillemets, intellectuelle, le cerveau qui fonctionne à toute vitesse, qu'on connaissait, et il a tenu à le faire, mais de manière encore plus subtile. En tout cas, il y a une chose qui me paraît importante de souligner d'entrée de jeu, c'est de savoir pourquoi le président du PDCI nous a fait l'honneur de venir
participer à notre première émission. Notre première quotidienne. Notre première quotidienne. Donc, au départ, nous en avions, sans livrer tous les petits secrets de fabrication d'une émission, il allait de soi, nous en avons parlé ensemble, qu'on voulait commencer en frappant un grand coup. Et donc, il n'y avait pas 36 000 solutions. Étant rappelé le paysage politique ivoirien, et que l'actualité ivoirienne est on ne peut plus aiguë en ce moment, ça nous a paru clair et pratiquement évident qu'on allait se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, c'était les trois grands partis. Et Tidiane Thiam était à Paris. De son côté, il voulait, je pense, je le répète, compléter son image. Donc on a pu se retrouver et vraiment c'était une bonne chose qu'on l'ait sur le plateau. Et vraiment, moi je me permets de le remercier une fois encore publiquement parce que les résultats ont été au-delà de toutes nos espérances. Alors Tidiane Thiam a donné l'impression dans cet entretien que le message principal est désormais « Ok, Monsieur le Président Ouattara, présentez-vous puisque vous y tenez, malgré le fait que votre quatrième mandat soit aussi problématique que le premier, que le troisième, mais ouvrez le jeu, on regarde un extrait. » Nous voici en 2025. La Côte d'Ivoire a 65 ans. Je pense qu'en tant que citoyen ivoirien et en tant que président d'un parti politique, il est légitime de souhaiter que le pays connaisse enfin une élection sans conflit. En 2020, je m'étais exprimé, c'était un peu mon retour dans l'arène politique. J'avais dit ceci, je suis contre tout ce qui divise. On m'a demandé de prendre position sur la polémique sur le deuxième ou le troisième mandat. J'ai dit, écoutez, moi je ne prends pas parti, ce que j'observe, c'est que le troisième mandat divise la nation ivoirienne. Ce dont on a besoin avant tout, c'est d'apaisement et d'unité. Donc, a fortiori, ce quatrième mandat divise encore. Donc je crois que la seule conclusion à tirer ce soir, c'est dire, si M. Ouattara est candidat pour un quatrième mandat, que nous considérons non constitutionnel, qu'il ouvre large les portes et qu'il laisse tout le monde se présenter. Que la Côte d'Ivoire ait enfin l'occasion d'avoir une élection apaisée où chaque Ivoirien puisse, selon sa conscience et selon ses convictions, choisir le candidat qu'il souhaite voir diriger le pays. Alors Franck, ça ressemble à un abandon progressif du rejet de ce quatrième mandat de la part de Tidiane Thiam, alors que côté PPACI, on en est encore là à dire non au quatrième mandat, point barre. Non, je ne crois pas que ce soit un abandon. Il a acté la candidature d'Alassane Ouattara, sauf qu'il est toujours dans sa même lignée de refuter le quatrième mandat, mais il met sur la balance deux faits. Si Ouattara, malgré le fait que la Constitution ivoirienne ne lui permet pas de faire un quatrième mandat, s'obstine à faire un quatrième mandat, et qu'il ouvre le jeu démocratique et qu'il rende l'élection inclusive, de telle sorte que les ténors de la politique ivoirienne, notamment le président du PPACI, Laurent Gbagbo, le président du PDCI, Tidiane Thiam, puissent compétir. Puisque de tout temps, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, a dit qu'ils étaient majoritaires, et il le réclame à tue-tête. Mais c'est une occasion de démontrer à la face d'abord des Ivoiriens et du monde entier qui sont véritablement majoritaires que le président Alassane Ouattara ouvre le jeu démocratique et qu'il évite d'empêcher ses principaux adversaires tout en maintenant lui sa candidature. Et je pense que sur ce fait-là, le président du PDCI a parfaitement raison. Il a acté la décision du président de la République ivoirienne, mais tout en lui demandant d'ouvrir le jeu politique. Voilà. Norbert. Oui, il ne dit pas que ça, je compléterai là aussi. Effectivement, le maître mot, c'est l'alternance, et donc le refus de l'alternance. Tidiane Thiam nous explique sur ce plateau que refuser l'alternance n'est pas gage de stabilité. Au contraire, dit-il. Et sa démonstration revient à dire qu'un quatrième mandat, non seulement ne va pas maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire, mais ce refus de l'alternance va provoquer de l'instabilité
en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un vrai sujet de réflexion qui est laissé à l'appréciation de l'électeur ivoirien. Mais c'est aussi un message à la communauté internationale, aux grandes capitales mondiales, notamment, et aux milieux d'affaires qui ont investi massivement en Côte d'Ivoire, en leur disant, contrairement aux idées reçues sur l'Afrique, ce n'est pas la présence ad vitam aeternam d'un président qui garantit le mieux vos intérêts, mais c'est justement la respiration démocratique. Au moment où on voit, par exemple, qu'au Cameroun, le président s'accroche au pouvoir pour briguer un 8e mandat. Cette rigidité va produire l'effet inverse de celui recherché. C'est ça qu'il vient dire sur le plateau de Décrypter l'Afrique, la quotidienne, et c'est un vrai sujet. Alors Tidjane Thiam a également évoqué la nécessité de maintenir un front uni de l'opposition. Quand on a commencé CAPCI, pour être transparent, en fait, le PPACI y était. Après, il s'y est trouvé un peu inconfortable. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est que l'opposition présente un front uni dans la situation politique actuelle. Donc, ce que le PDCI a pu obtenir grâce à la coopération du PPACI, c'est que le PPACI et le PDCI forment un front commun, tout en permettant la coexistence de CAPCI, où le PDCI est également, de l'autre côté, le PDCI il joue son rôle, qui est un peu d'être un trait d'union entre tous ces partis de l'opposition. Comme a dit Mme Gbagbo, je ne suis pas aussi éloquent qu'elle. Elle a dit, je crois, quelque chose comme on peut parler pas d'une seule voix, mais d'une même voix. Enfin, en tout cas, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y a plusieurs sensibilités dans cette alliance, mais qu'au fond, on poursuit le même objectif. Alors, la question de l'unité de l'opposition est une question centrale, puisque bien entendu, le pouvoir agit sur ce levier, et on sent quelques frictions, alors qu'Tidjane Thiam ne veut pas donner l'impression d'accréditer l'existence de frictions, de tensions, d'ambitions contraires au sein de cette opposition. Alors, c'est une question, je dirais, existentielle pour l'opposition ivoirienne, la question de l'unicité. Alors, je pense que plusieurs leaders politiques de l'opposition l'ont déjà dit, et Tidjane Thiam l'a rappelé sur votre plateau. Alors, ils peuvent parler différemment, mais de la même chose. Et quand ils parlent d'un front uni, ce n'est pas ce que certains penseraient aller avec une candidature unique de l'opposition, mais c'est de fédérer, toutes les voix pour aboutir au même résultat, une élection inclusive. Et je pense que le PDCI est mieux placé pour, comme il a expliqué le président du PDCI, pour tirer les différentes parties de l'opposition afin d'en faire un bloc unitaire pour marcher de même pas. Et je pense que cette question arrangerait plus l'opposition ivoirienne parce que, avoir plusieurs blocs, c'est bien, mais avoir un seul bloc et parler de la même chose, c'est encore mieux. C'est un peu ironique que ce soit le PDCI qui permette au bout de la gauche historique ivoirienne de se parler. Effectivement, c'est un peu historique parce que quand on se réfère à des époux, on parle exactement, un passé assez récent, le FPI avec tous ses cadors, Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, Afin Guessan, etc., qui avaient comme adversaire le PDCI, aujourd'hui tous dans l'opposition. C'est le PDCI qui essaie de jouer un tant soit peu les médiateurs, comme étant le médiateur pour joindre tous les bouts de cette opposition-là. Mais pas un temps soit peu, si je peux me permettre, parce que chronologiquement, ça s'est passé de la manière suivante. Il y a d'abord eu la constitution de la CAPCI, tout à fait, à l'initiative du PDCI, et une fois que... À l'initiative de Simon Gbagbo. À l'initiative de Simon Gbagbo, oui. Mais avec le PDCI comme leader de la CAPCI. Leader de la CAPCI, oui. On est bien d'accord. Une fois que cette première alliance s'est faite, tout à fait, sans le PPACI de Laurent Gbagbo, dans un second temps, se sont déroulées secrètement des négociations entre les deux grands partis pour aboutir à la création du Front commun. C'était le 19 juin dernier. Et lorsque cette alliance nouvelle a été annoncée, la question s'est posée, que va devenir la CAPCI ? Et c'est là où Simone Yves Gbagbo a pris la parole pour trouver cette formule
de l'unicité d'une voix et de l'unicité du message. Donc les choses se sont faites pas à pas. Le premier pas, c'était la constitution de Cap-Côte d'Ivoire. Et là, on peut dire que c'était quand même le seul bon moyen d'y parvenir. Parce qu'aujourd'hui, les questions qu'on évoque, c'est est-ce que cet ensemble va rester cohérent ou va-t-il imploser sous son propre poids? Ça, on verra dans les jours à venir. Mais moi, ça me rappelle de vieux souvenirs du temps où je m'occupais d'économie sur les antennes de RFI. La construction de la monnaie unique en Europe. L'euro, avant d'être une monnaie unique, a été une monnaie commune. Rappelez-vous ça. Et là, le front qui a été annoncé le 19 juin dernier entre le PDCI et le PPACI, ce n'est pas un front unique, c'est un front commun. Quelle est la différence? Prenons l'image de la monnaie. Lorsqu'il y avait l'euro monnaie commune au sein de la zone euro, cela voulait dire que chaque pays avait toujours sa propre monnaie et adoptait une monnaie commune. Et ensuite, ils ont décidé de faire disparaître les monnaies nationales et de faire la monnaie unique. Là, en Côte d'Ivoire, on n'en est pas là, on en est au front commun. La vraie question, c'est comment se fait-il que le PDCI, tu as raison Théo, c'est assez ironique, le PDCI soit là le fédérateur de tout cet ensemble parmi lesquels il y a les partis de gauche en Côte d'Ivoire. Il n'y a une seule explication, c'est le résultat de ce qu'a décidé le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que on ne comprend pas pourquoi Alassane Ouattara a jeté Tidiane Thiam dans les bras de Laurent Gbagbo. On va comprendre peut-être un jour. En tout cas, dans notre émission, nous avons mis en valeur un sondage qui circulait déjà, un sondage qui date d'avril 2025 et qui évoque, qui met en lumière, disons, les équilibres politiques, les forces et les faiblesses. Donc, bien entendu, un sondage, c'est une photographie d'un instant. Et en avril 2025, on voit un top vraiment de la popularité qui est constitué de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo. Alors, certains sont mécontents parce que Tidiane Thiam, dans cette photographie-là, est un peu au-dessus de Laurent Gbagbo, mais il y a d'autres enseignements de ce sondage, Franck. Écoutez, je pense que la réalité du moment, au moment où ce sondage était fait en avril 2025, il ne faut pas se leurrer la face. Le leader politique qui était un top du moment, c'était bien Tidiane Thiam. Et en fait, la venue de Tidiane Thiam, c'est un peu comme un souffle nouveau dans le paysage politique ivoirien. Parce qu'en dehors des partis politiques et des acteurs qui animent le débat politique depuis plus de 30 ans, c'est bien Tidiane Thiam, aujourd'hui à la tête du PDCI, qui arrive comme, je ne veux pas dire un nouveau leader, mais qui arrive un peu comme celui qui n'a pas de passif au niveau de tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Et je pense que cet engouement-là, cumulé à la soif d'une partie des populations d'aller vers une alternance, et puis aussi les marchés, quoi qu'on le dise, les marchés internationaux, les marchés financiers qui connaissent prou ou pour Tidiane Thiam, je pense que l'un mis dans l'autre, ça a donné le résultat qu'on a pu voir dans ce sondage qui date d'avril 2025. Norbert. Oui, je voulais aussi faire remarquer deux petits événements qui se sont produits sur le plateau, puisque nous sommes en train de débriefer cette interview. Le premier concerne le programme du PDCI, et le second concerne l'allusion que Tidiane Thiam a faite aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Alors, s'agissant du programme, il nous a fait l'honneur de nous présenter une exclusivité, un programme qui est écrit. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai été très surpris. Parce que jusqu'à présent, on nous écrivait que l'opposition n'avait qu'un cap, c'était
c'était tout sauf Ouattara, mais que pendant ce temps, elle ne présentait rien. Le FPI historique a toujours présenté, depuis la fin des années 80, des programmes. Le PDCI, tu veux dire? Non, le FPI historique, depuis la fin des années 80, c'est vraiment le mantra du programme qui a été leur socle, leur colonne vertébrale. On ne peut pas dire ça, mais bon. Mais ces dernières années, on peut dire peut-être que ça a manqué, la remise à jour, etc. Là, le programme existe, il nous l'a montré, il me l'a même offert. Et donc, on ne peut plus dire que l'opposition ivoirienne va à l'élection de 2025 sans programme. Il existe. Et d'ailleurs, petite remarque dans la remarque, lorsque Tidjane Thiam a parlé de ce programme, il s'est bien gardé de donner le moindre chiffre. C'est toujours assez rébarbatif devant les caméras. Lorsque les téléspectateurs sont là, ils détestent qu'on leur donne des chiffres. Et il n'en a pas donné un seul. Il a parlé de la promotion des femmes, il a parlé de l'équilibre social, de la justice, il a parlé de grands ensembles comme ça. Et puis, il nous a donné le bouquin. L'image à elle seule se suffisait, quoi. Le programme existe. Ça, je l'ai remarqué, ça m'a frappé. Alors, la deuxième remarque que je voulais faire, c'était concernant les ennemis, entre griffes, de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam nous dit que peut-être certains ennemis aimeraient bien que... certaines puissances. Il n'a pas précisé. Aimerait bien que l'élection se déroule telle qu'elle se profile, c'est-à-dire une sorte de passage en force d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat, de façon à rendre la situation politique en Côte d'Ivoire exécrable. Je lui ai demandé quels étaient ses ennemis. Il s'est bien gardé de répondre. Il a répondu d'une boutade en disant tous les pays ont des ennemis. Et du coup, je me suis demandé que faire. Est-ce que je précise? Est-ce que je fais comme l'aurait probablement fait Alain Foka s'il avait été sur le plateau? Est-ce que je lui dis, est-ce que vous pensez par exemple, Président, à la Russie? Parce que j'ai cru comprendre que c'était peut-être ça qu'il avait en tête. Et j'ai compris que ce n'était pas la peine parce qu'il allait éluder. Donc c'est pour ça que notre interview n'a pas tourné au pugilat ou au match de boxe. Il avait un peu réponse à tout. Il disait des choses sans les dire, à nous de comprendre. Et ça, c'était très intéressant parce que depuis, j'arrête pas d'y penser. Je me dis, mais bon sang, effectivement, s'il y a des grandes puissances étrangères qui ont envie que ça se passe mal en Côte d'Ivoire, ça ne devrait pas laisser les dirigeants ivoiriens indifférents. Faut-il laisser ça ou pas? C'est une vraie question qui est lourde de sens. Mais dans la configuration géopolitique actuelle, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a des ennemis intangibles? On a l'impression qu'il y a des ennemis idéologiques de telle ou telle figure ou bien courant politique ivoirien. Et justement, à ce prisme-là, finalement, Alassane Ouattara, qui est bille en tête contre l'AES, est-ce qu'il est la meilleure personne qui peut éviter des fractures au sein de l'Afrique de l'Ouest et lutter contre le terrorisme, alors qu'il est l'incarnation pour de nombreux pays en Afrique et ailleurs d'une France-Afrique qu'on voudrait humilier, faire tomber, à qui on voudrait régler ses comptes puisqu'elle a été dominatrice et impériale. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission. Alors, au sujet des sondages, justement, mon propre commentaire, c'est la résilience de Laurent Gbagbo, parce qu'il y a très peu de présidents sortants qui ont aussi peu d'opinions négatives et à niveau aussi élevé. Et autant d'opinions positives. Ça veut dire que même il y a parmi le bloc RHDP des gens qui se réservent soit de l'indifférence, soit des opinions positives, mais le bloc d'opinions négatives est finalement assez faible, alors que François Hollande, par exemple, ou Nicolas Sarkozy cristallisent beaucoup de haine. Et Gbagbo est un président de guerre civile. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a une forme de résilience que je ne m'explique pas forcément. Mais ce qu'il faut noter, c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Laurent Gbagbo, il a un véritable ancrage politique national, transversal, qui transcende les idéologies et les courants politiques ou les classes politiques. Donc, l'un mis dans l'autre, et puis tout ce qu'il a subi durant ces 10 dernières années font que
son capital sympathie au niveau des populations a quelque peu grimpé, plus ou moins. Oui, je dirais même durant ces 25 dernières années. Si tu veux dire. Alors, on va parler de la manifestation du 9 août. On pensait qu'elle serait interdite. Finalement, elle a été acceptée, mais elle sera sans doute restreinte, Franck. Oui, alors le Front commun composé du PPACI de Laurent Gbagbo et du PDCI de Tidjane Thiam avait envisagé une marche le 2 août dernier qui a été annulée et ils ont reporté cette marche qui finalement aura lieu le 9 août prochain. Et après une rencontre avec les autorités préfectorales de la ville d'Abidjan, finalement la marche est autorisée pour le samedi 9 août et initialement prévu sur un tronçon beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fréquenté dans le sud d'Abidjan, Makori vers le plateau, qui est le centre d'Abidjan. Cette fois-ci, pour le 9 août, cette marche est délocalisée à Yopougon, dans le nord d'Abidjan, dans le fief traditionnel, entre guillemets, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc, on peut dire que Alassane Ouattara continue de souffler le chaud et le froid. En autorisant cette marche, il veut faire bonne impression vis-à-vis de la communauté internationale. Mais tout en maintenant la répression. Tout à fait, voilà. Et on devine aisément que ce qui sera fait, c'est ce qui a déjà été fait à maintes reprises, c'est de contenir les populations dans les différentes villes pour éviter un déferlement de populations vers Yopougon, de telle sorte à montrer que c'était une marche périphérique de l'opposition. Oui, Norbert, le mot de la fin en 2 minutes. Une minute et demie. Oui, alors très rapidement, cette marche samedi ne peut pas ne pas nous faire évoquer, pour conclure, la question, toujours possible, des provocations. Parce que les arrestations qui viennent d'avoir lieu au sein du PPACI à la suite de l'incident de Yopougon, où un bus a nuitamment été incendié, le pouvoir parle d'un complot. Sur ce plateau, Tidjane Thiam nous a dit que c'était totalement absurde et qu'on ne voyait vraiment pas pourquoi une opposition qui jusqu'à présent a toujours dit qu'elle comptait manifester pacifiquement et éviter toutes les provocations possibles, aller s'amuser, aller brûler un bus à Yopougon la nuit. Donc on en est là. Samedi, le grand danger, la grande épée de Damoclès au-dessus de tous ces manifestants qui vont défiler, qui seront probablement très, très nombreux, ça sera la provocation, celle qui risque de tout faire déraper. Merci Franck, merci Norbert et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous demain pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.